vous êtes devant un événement extrêmement significatif, une anomalie statistique. Vous avez devant vous deux Uruguayens. Ça arrive rarement pour croiser deux en même temps en dehors des frontières du pays. Donc c'est un grand moment. Et Andrea est philosophe, maître de conférences à l'École des hautes études en sciences sociales, membre du CERMES 3 et du programme Handicap et Société de l'EHESS. Et ses travaux et ses recherches portent sur trois grands axes. L'étude des dispositifs institutionnels qui marquent un tournant dans l'approche anthropologique de la santé des sourds, sur l'écriture d'une histoire politique des mobilisations collectives des sourds depuis le XIXe siècle, et enfin les productions singulières, l'étude des productions singulières des sourds, notamment dans le domaine artistique. Aujourd'hui, le titre de sa présentation est court et clair. Écoutez les sourds, écoutez à l'infinitif. Merci beaucoup pour cette invitation. En fait, effectivement, de tout ce que l'invitation est faite par André Timponi, et effectivement, de tout ce que tu as dit comme présentation, et il n'y a nulle part que je sois spécialiste du son et donc de la thématique qui nous réunit. Mais en même temps, je trouve que c'est absolument fascinant de faire un peu, en pensant à l'image de Diderot, de labyrinthe, de se perdre finalement dans une thématique qui, pour moi, ça peut être très très proche, justement parce que je travaille sur les sourds, et en même temps, ça n'a pas été jusqu'à présent un sujet que j'ai essayé de travailler de plus près. Donc, au lieu de trouver une sortie, j'ai choisi de me perdre. Et donc, cette intitulé « Écouter les sourds », ça peut donner lieu à beaucoup de choses, à beaucoup de pensées, de réflexions, chacun peut-être à la sienne. Moi, j'avais en tête une phrase du sociologue Bernard Mottet qui avait écrit une fois « Les sourds souffrent moins de ne pas entendre que de ne pas être entendu ». Et donc, je me suis dit, peut-être on peut jouer justement sur ce qui est l'immersion dans le monde du son, qui est effectivement une préoccupation dans la question de la surdité, effectivement, et aussi jouer et dialoguer sur cette question de l'écoute, qui est effectivement, comme vous l'avez déjà dit, et on va encore continuer à le dire, est très, très importante et qui ne dépend pas exclusivement et directement de la question du son. Alors, les philosophes du XVIIIe siècle ont fait de la surdité une figure épistémologique pour interroger les origines des connaissances. Et la pédagogie de l'abbé de l'Épée au XVIIIe siècle, qui était celui qui a créé la première école et rassemblé les enfants sourds dans un enseignement bilingue, dans un enseignement donc en langue des signes, a été imprégné des débats philosophiques de cette époque des Lumières. Et s'est fait écho notamment des questions qui ont été très, très importantes justement pour la destinée de ces enfants sourds, à savoir l'effet de est-ce que la condition des bêtes à laquelle, et d'animaux, des monstres, etc., je passe toutes les images qu'on a pu utiliser dans l'histoire des idées sur les sourds, est-ce que les sourds ont été donc relégués à ces conditions des bêtes dues à la surdité en elle-même ou au manque d'instruction? Vous voyez là une discussion qui a des limites entre la nature et la culture qui a été présente dans les débats au XVIIIe siècle. L'impossibilité, une autre question qui était très prégnante, la conception de l'abbé de l'Épée, l'impossibilité de certains sourds, et je parle ici de ces sourds qui sont nés sourds, qui n'est pas la même chose de devenir sourd, d'articuler les sons de la langue orale. Est-ce que ça le laisse donc en dehors du langage? Et enfin, le fait d'être privé de lui, est-ce que ça coupe les sourds définitivement de la connaissance d'une partie du monde, de ce monde qui peut nous rentrer par cette porte, comme disait
au XVIIIe siècle, l'essence vue comme la porte des connaissances. Donc, en regroupant les sourds dans un enseignement collectif, l'abbé de l'Épée crée la première classe en 1760. Et en utilisant la langue des signes qu'il a appris de ses propres élèves, on raconte que l'abbé de l'Épée, en fait, il a rencontré les sourds d'une façon très poétique et très mythique. Ça fait partie aussi de toutes les cultures, la création des mythes. Mais on dit qu'une nuit très pluvieuse à Paris, il essaie de se protéger dans une maison, donc il rentre dans une maison et qu'est-ce qu'il voit? Il voit deux filles qui sont en train de gesticuler, il ne comprend absolument rien. Et à un moment donné, il y a une dame qui s'approche et dit « c'est mes filles, ils sont sourdes, ils sont enfermés dans la maison, ils ne peuvent rien faire, etc. » Bon, il y a un père qui de temps en temps s'occupe d'elles, mais qu'ils n'ont pas instruit, etc. Et donc c'est de là qui vient le coup de génie de l'abbé de l'Épée pour se dire finalement il faut faire quelque chose et je vais prendre en main leur éducation. Alors, en regroupant ces sourds dans un enseignement collectif, c'était une des caractéristiques de l'enseignement de l'abbé de l'Épée, il va montrer d'un point de vue philosophique, je fais très vite, et anthropologique, le fait que le besoin d'exprimer, c'est le besoin d'exprimer ses idées qui a poussé aux sourds à inventer une langue qui est adaptée à ses propres capacités perceptives. Cela veut dire que le sourd-muet n'est pas en dehors du langage, que lui-même, et par les besoins de son intelligence, il va construire un langage qui est, disons, fondé, ancré dans un corps perceptif qui lui est propre, avec ses caractéristiques qui lui sont propres. C'est-à-dire la langue des signes, c'est une langue visuo-gestuelle. Donc, pour faire les gestes et pour regarder, le sourd n'a aucun problème. Donc, d'un point... Et que l'humanité des sourds, mais de n'importe qui, ne peut ressortir qu'à condition de mettre en commun ce qui est commun. C'est-à-dire l'abbé de l'Épée a compris que le sourd, en étant isolé, il n'aurait pu jamais être instruit et même pas avoir une langue. C'est le fait d'être à deux qui a pu développer ce besoin de communication entre ces deux enfants qui ont créé et ont développé une langue qu'aujourd'hui les linguistes appellent des langues des signes émergentes et qui a fait que les a permis de se mettre en relation et en communication. Donc, l'abbé de l'Épée, il va instaurer ainsi un enseignement collectif et gratuit, disons un peu en opposition, ou pas en opposition, mais l'originalité de son œuvre, c'est là. C'est-à-dire que les expériences qu'on connaît jusqu'à présent, et à la Renaissance particulièrement, ça a été des expériences d'éducation, des préceptorats, c'est-à-dire d'instruction individuelle et payante, et réalisées par des abbés aussi dans la cour, notamment du roi d'Espagne. Mais ce qu'il a finalement comme intéressant du point de vue politique, c'est le fait que cet enseignement, ce regroupement des enfants en parlant une même langue, veut dire finalement il faut une communauté. On ne peut pas s'en sortir de l'état de nature, de l'état sauvage, si on n'est pas justement, on ne met pas en commun ce qui est commun. Et d'un point de vue pédagogique, l'intelligence des sourds n'attend que ça à se développer par le concours de cette instruction. Le fait d'être en interaction, de jouer, l'abbé de l'Épée utilisait beaucoup la pédagogie de jeu, et le fait d'utiliser la langue des signes de ses enfants, il va faire en sorte d'éduquer les sens de ses enfants sourds pour qu'ils parlent et pour qu'ils entendent. L'abbé de l'Épée, il est inspiré par plusieurs, disons, tous les débats des philosophes des Lumières. On ne peut pas le caler exactement dans un des courants, mais ce qu'on voit bien ici, c'est qu'il est très proche disons, de ces théories qui consistent à dire que finalement, la vue peut suppléer lui. Donc, le courant de la suppléance sensorielle. Et donc, la sensibilité, finalement, le sensible, finalement, ne garantit nullement l'accès à un média, à la connaissance, et ce n'est pas par l'absence de l'audition que le sourd va être coupé, même de monde sonore. Donc, il faut de la médiation pédagogique, et c'est ça qui va fonder son enseignement. Au XIXe siècle, l'importance de l'œuvre de l'abbé de l'Épée, qui est né en 1712 et mort justement au moment de la Révolution,
a des effets pédagogiques considérables avec l'utilisation des signes méthodiques et, ce que j'ai dit déjà, la collectivisation de l'enseignement. Elle a aussi des conséquences politiques importantes, car c'est le gouvernement de la Révolution française qui va prendre en charge l'œuvre que la VDLP avait entrepris à titre privé. Et cela veut dire que l'institution éducation d'enfants sourds, c'est-à-dire l'enseignement collectif aux enfants sourds créé par la VDLP, devient une institution et devient, au même titre, la première expérience de ce qu'on appelle aujourd'hui l'éducation spéciale. Hein. Pour les enfants qu'aujourd'hui on dit handicapés, c'est cette expérience-là, faite par la VDLP en 1760 et instaurée comme politique d'État par la Révolution à la fin du XVIIIe, qui va devenir le premier enseignement spécial en France. L'Institut national des sourds-muets de Paris, qui va être créé en 1791, sera le centre de référence de l'éducation des enfants sourds et il deviendra en même temps un espace privilégié de visibilité où le regard médical sera posé aussi sur la surdité des enfants. Jusqu'au XVIIIe siècle et aussi au XIXe siècle, en fonction de certains disciples de la VDLP qui ont suivi sa politique, l'enjeu pédagogique était que les sourds rejoignent un univers symbolique centré sur la dimension signifiante du corps physique. C'est-à-dire le corps de l'enfant sourd était un corps qui était langage, ce qu'avait compris la VDLP. Les signes des sourds, c'était des signes qui étaient des mots, en quelque sorte. C'est-à-dire cette dimension signifiante a été mise en visibilité et a été utilisée justement comme moyen de faire acquérir les connaissances aux enfants sourds. Mais au XIXe siècle, avec l'entrée des médecins dans les institutions des sourds, le premier poste de médecin a été créé en 1800. Et la pédagogie propre, c'est-à-dire la réflexion sur la méthodologie des enseignements aux sourds, elle commence assez, selon les mots de Didier Séguillon, c'est produit une espèce de processus d'orthopédisation. C'est-à-dire que l'univers auquel les sourds doivent dorénavant avoir accès est centré sur la dimension sonore du corps physique. Faire parler les sourds va devenir tout au long du XIXe siècle, et non sans tension, non sans conflit, et je passe les détails, je ne peux pas faire toute l'histoire du XIXe siècle, mais faire entendre les sourds va en quelque sorte, au moins lui accorder la possibilité, être une anticipation réconfortante des progrès à venir, parce que les médecins, ils vont être, certains médecins qui vont être reconnus comme disons, les fondateurs de l'autologie moderne, ils vont développer des techniques, évidemment que pour chercher l'étiologie de la surdité et les traitements auxquels on essayait de s'atteler. Et en même temps, en jouant, ben ça, on va le voir très, comment dire, de façon très concentrée, plutôt sur la fin du XIXe siècle, en annonçant toujours une surdité qui, au départ, elle est constituée comme maladie et qu'on va pouvoir la soigner. Donc, il va y avoir beaucoup disons, comment dire, bon, le mot ne me revient pas, mais je vais vous montrer une image et je reviens sur ces sujets. Les propos du docteur Jean-Pierre Bonnafont, qui est, voilà, je vais juste prendre une citation de ces médecins, qui est dans un traité théorique et pratique des maladies de l'oreille et des organes de l'audition. Il va montrer bien, et ce n'est pas le seul, mais bon, il y a des débats à l'Académie des médecines, il y a des débats avec les pédagogues des sourds et les médecins. Bon, bref, je vais prendre juste un exemple parce qu'il me paraît très illustratif, parce qu'il montre vraiment le glissement épistémologique dont la surdité fait l'objet dans l'espace d'un siècle, hein, depuis l'ordre de la VDLP jusqu'à la fin du XIXe. Et pour montrer comment, des sources d'interrogation philosophique et pédagogique, la surdité, elle appartient maintenant au discours médical. Il s'est constitué aussi au sein, à l'enceinte aussi des institutions des sourds, et dans cette double perspective.
Alors le docteur Bonnafont dit la plupart des philosophes, tels que Locke, Condillac, il faut dire que Condillac assistait au cours de la BDP, Condillac était au courant de ce que la BDP faisait, partagent cette opinion, l'avantage de l'appareil de l'audition sur les autres, quoi qu'il soit moins explicite, et c'est là ce se conçoit, car au médecin seul est peut-être réservé le privilège d'approfondir et d'expliquer, autant que l'intelligence humaine le permet, ces phénomènes psychologiques dont la production se lie d'une manière si intime avec la perfectibilité de l'organisation de l'homme. Professant aussi cette opinion que l'essence de lui a une plus grande part dans le développement de nos facultés intellectuelles, voici comment, après avoir longuement réfléchi à ce sujet, nous croyons pouvoir l'expliquer. Bon, il continue. Ce qui intéresse, c'est qu'effectivement, il y a une partie des connaissances sur le fonctionnement de l'oreille et les raisons de la surdité, etc., qui appartient au corps médical. Ce qui m'intéresse à moi, c'est comment ce discours médical a justement, a complètement envahi la fonction pédagogique, et donc les pédagogues deviennent eux-mêmes presque des cliniciens de la parole. Ce n'est pas seulement l'action de médecin dans l'institution des sourds qui va chercher les moyens de guérir la surdité, mais que les pédagogues vont être au service de cette fin. Et donc, la partie acquisition des connaissances via une langue qui lui est propre, ce qui était le cœur de l'ordre de la BDP, a été écartée ou mise de côté par ces pédagogues au XIXe siècle. Donc, à partir des nombreux foyers de recherche, toutes sortes de traitements et de prothèses auditives sont mis au point, et notamment par le docteur Guittard, qui est le premier médecin qui va occuper le poste des médecins à l'Institut national des sourds-muets, et que vous connaissez bien parce que lui, il a été chargé d'essayer de sortir des ténèbres l'enfant sauvage Victor. Et justement, à l'Institut des sourds, on croyait que Victor était sourd, et c'est pour ça qu'on l'a mis là. Et donc, le docteur Guittard, à partir de son traité des maladies de l'oreille, il va rendre compte de ses recherches, et énormément d'autres ouvrages, évidemment, et de ses recherches autour des... justement, quelles sont les prothèses qui vont permettre aux enfants sourds d'arriver à entendre le son. Je vais vous montrer juste quelques exemples tirés de son livre, des traitements cités par le docteur Guittard, comme l'électrogalvanisme, en essayant de réactiver le nerf paralysé. Bon, il y a toute une sorte de traitements qu'on essayait de mettre en place en allant jusqu'à la trépanation. Mais bon, ça a été... À chaque fois, le débat allait entre les recherches qu'on faisait à l'intérieur de l'Institut des sourds et ces rapports des médecins qui allaient le discuter à l'Académie de médecine. Et donc, tout le dialogue entre ces médecins et ces pédagogues, finalement, bon, évidemment, il y a des connaissances qui étaient comment dire, importantes pour que les pédagogues puissent avoir accès à certaines caractéristiques des élèves, mais qui, au fond, n'avait rien à voir, et que le projet de la BDP d'éduquer les enfants sourds dans une langue qui leur est propre et naturelle pour arriver à la connaissance, parce que de toute manière, le fait d'avoir une langue visuelle ne les écarte pas de l'humanité. Ces projets-là, ils basculent complètement au XIXe siècle, et en pro de penser que finalement, il y a d'une part une remédiation à la surdité, mais d'autre part, et surtout, c'est l'idée que finalement, ce n'est pas la langue visuelle gestuelle des sourds qui va permettre l'abstraction, c'est au fond la seule langue qui donne accès à la pensée, à l'humanité, c'est la langue orale, la langue articulée, qui est celle qui nous permet vraiment détachement de monde physique. La langue des sourds a été considérée comme la langue des singes, en croyant que les sourds, ils faisaient qu'imiter le monde, mais pas avoir une élaboration vraiment, comment dire, au niveau de symbolique qui est le propre de la langue.
Donc, on va continuer avec tous ces recherches. Bon, je ne fais pas l'histoire de la technique non plus. Je vous donne juste des images pour vous illustrer des choses qui se sont passées, pas seulement en France, mais aussi aux États-Unis et par ailleurs. Mais voilà, ça c'est quelque chose qui est très intéressant. Toutes ces machines pour essayer qui ne sont pas créées juste pour les sourds, hein, mais qu'on vient les tester à l'Institut des sourds. Là, par exemple, c'est quelque chose de très intéressant parce que la machine, elle ne fonctionne pas et le sourd, il est triste. Alors là, ici, quand il fonctionne, alors là, il y a un geste. Ce qu'on est en train d'écouter, c'est la Marseillaise. Donc, il faut voilà, bon, il y a une autre dimension qu'il faut... Bon, j'essaie de... Les corps des enfants sourds sont alors porteurs donc maintenant d'une dimension sonore que la technique médicale va tenter de faire ressortir. Et cette dimension langagière que la VDLP avait si bien repérée comme étant la source et le moyen de développement de l'intelligence des sourds devient pour les médecins un problème d'ordre pathologique. Bon, ça ne peut pas être très étonnant. On peut dire, bon, OK, la question, ce n'est pas ça, c'est la médicalisation du discours des pédagogues disons, qui va poser problème du point de vue de l'éducation des sourds. Les écoles nouvellement créées au XIXe siècle, il faut penser que après celle créée par la VLP en 1760, la Révolution avait créé 6. Et vers 1830, on avait 30 écoles pour sourds en France. Toutes ces écoles vont servir des terrains d'observation d'une clinique otologique naissante et les pédagogues vont se mettre un peu au service justement de cette clinique de la parole. Alors, s'il y a eu des médecins et des pédagogues obnubilés pour la guérison de la surdité et une médecine centrée sur la remédiation de déficits physiologiques, d'autres ont plutôt tenté de communiquer avec les patients et pratiquer une médecine des sourds. C'est le cas du docteur Alexandre Blanchet et les balbutiements, je dirais, d'une médecine des sourds. Le docteur Blanchet occupe le poste de chirurgien à l'Institut de Paris depuis 1848 et jusqu'à l'année de sa propre mort, en 1867. Il est l'auteur d'un ouvrage, La surdimutité, traité philosophique et médical, 1850. Avant de rentrer sur ça qui est un chapitre que je vais détailler un tout petit peu plus, je dirais que l'influence du docteur Blanchet sur la politique pédagogique et médicale mise en œuvre dans l'institution, l'Institut royal des sourds-muets, en ces milieux de siècle, n'est pas déterminante, mais elle montre que la médicalisation de la pédagogie des sourds ne se fait pas sans divergence. Le docteur Blanchet s'intéresse à la promotion d'un enseignement de la parole articulée aux sourds, hein, car un bon empiriste, il pense qu'il y a certaines lois physiologiques qui s'opposeront toujours à ce que l'intelligence et volonté égale, le sourd-muet, marchent de pair dans la carrière des sciences, des lettres et des arts avec l'homme doué de tous ses sens. C'est lui qui le dit. C'est la raison pour laquelle, même si Blanchet reconnaît dans la mimique, hein, comme on disait avant la langue des signes, la langue des communications avec les sourds, il promet l'apprentissage de l'articulation et de la lecture sous les lèvres comme condition d'intégration des sourds à la société. Il va par ailleurs énoncer les principes de sa pensée dans ses doubles sens. Il va dire qu'il faut traiter et guérir, si c'est possible, la surdité, mais il faut tout autant communiquer avec les sourds. C'est lui qui dit, sa réserve faite, c'est-à-dire que les sourds doivent apprendre la langue des entendants et non le contraire. Nous croyons qu'il est utile d'indiquer aux personnes bienfaisantes qui s'intéressent à ces infortunés la manière de communiquer avec eux. Et nous jugeons d'autant plus urgent d'agir ainsi qu'il est probable que nous sommes les premiers de nos confrères qui se soient occupés de combler cette lacune. Et ça, c'est vrai, j'ai cherché, j'ai rien trouvé d'autre. Alors, c'est là où ça devient intéressant, c'est munir des moyens de communication avec les élèves était par ailleurs une condition d'accès au poste de médecin, hein, selon la réglementation de l'Institut royal des sourds-muets de Paris, sauf que, apparemment, Itard ne parlait pas très bien la langue des signes, mais il y a d'autres médecins que oui. Donc, dans la deuxième partie du premier volume de son traité, Blanchet explique les moyens de communication entre le parlant, ce que vous voyez là, et le sourd-muet. Le parlant
il faut lire l'entendant. Aujourd'hui, on dit entendant et sourd. À l'époque, les mots c'était parlant et sourd-muet. Le parlant, le sourd-muet et le sourd-muet aveugle. Suivi d'un questionnaire destiné aux médecins et d'un petit dictionnaire usuel des mimiques et des dactylologies à l'usage des médecins et des gens du monde. Alors, juste pour vous dire, je peux pas, je n'ai pas le temps de montrer des détails concrètement, mais ce qu'il va faire dans toutes ces parties de l'ouvrage, c'est d'une part constituer un questionnaire et la façon, il va décrire le questionnaire tel qu'il doit être posé à un patient sourd. C'est-à-dire qu'il dit, si vous voulez lui demander où est-ce que vous avez mal, il faut que vous mettez, par exemple, une expression de visage d'interrogation. Il faut lever les sourcils. Donc, il faut faire comme ça. Ça, c'est l'interrogation, en langue des signes aussi. Il faut qu'avec vos doigts, vous signalez quel pas. Et puis, il faut, etc. Donc, il décrit avec des mots, parce qu'à ce moment-là, on n'a pas les caméras, donc on ne peut pas le faire en langue des signes et expliquer, voilà, laisser notre trace. Mais il décrit le processus des gestualisations des questions pour pouvoir communiquer avec ces patients sourds. Il va aussi expliquer comment faire avec des patients qui sont sourds et aveugles, ou des sourds qui deviennent aveugles, ou des aveugles qui deviennent sourds. Donc, passer par le dessin, passer par le toucher, tous les moyens qui doivent mettre en place les médecins qui veulent communiquer avec ces patients, qu'ils soient sourds, qu'ils soient sourds-muets, qu'ils soient muets aveugles, etc., etc. Ce qui est vraiment, à ma connaissance, ça n'existe nulle part ailleurs. Et il a fait une autre chose qui est bien intéressante, c'est qu'à la fin de ces livres, il a fait un petit dictionnaire. Donc là, c'est un dictionnaire des mots dont la plupart, c'est pas tout, mais la plupart appartient à, par exemple, la description des organes, la description des traitements et la description des maladies, pour le dire en langue des signes. Donc, ce n'est pas les signes dessinés, c'est la description en français écrit de ce qui serait la communication gestuelle. Alors, bon, il reste 5 minutes. Et cette origine... donc, nous trouvons ici un médecin qui, à part de vouloir traiter la surdité et considérer que les sourds devaient aussi parler et articuler la langue orale, il s'efforce à communiquer avec ses patients dans la langue et par les moyens les plus adaptés. Alors, on ne peut pas dire que cette philosophie, on va dire, cette pratique médicale a percé le monde médical, mais quand même, c'est la preuve de l'existence naissante d'une médecine des sourds qui s'y distingue de la vision plus objectivante de la médecine de la surdité, même si il n'écarte pas la médecine appliquée à la surdité. Disons que ce qu'il a compris, le docteur Blanchet, c'est que si on veut soigner un patient sourd, et si on veut soigner sa surdité, ce qu'il faut pouvoir, avant tout, c'est de le comprendre. Alors, je vais passer... déplacement qui s'opère justement la surdité ne sera plus, disons, de ne plus objectiver la surdité exclusivement par le corps médical comme un manque entraînant un déficit langagier auquel la science doit fournir le remède. La surdité, elle commence à être comprise dans certaines pratiques médicales, donc celle du docteur Blanchet au XIXe siècle, mais celle que je voudrais vous parler aujourd'hui, c'est des unités de soins des sourds en langue des signes qui existent depuis 1996, qui consistent à considérer la surdité du patient au cœur de la relation patient-soignant. C'est-à-dire le patient sourd, et non seulement sa surdité, doit être au centre de dispositifs qui visent à les soigner dans une perspective plus globale, incluant, s'il le faut, sa surdité. Donc, ces expériences, je ne veux pas rentrer dans l'histoire de l'émergence de ces expériences, mais il faut quand même dire qu'en 1995 a été créée la première unité de soins des sourds à la Salpêtrière, en langue des signes, et elle a été possible justement parce que l'épidémie du sida a joué un rôle fondamental et un rôle de révélateur de la vulnérabilité de la communauté sourde en France en matière de santé. Ce qui s'est passé, c'est que l'absence d'interprètes de langue des signes dans les consultations médicales
mettait en lumière le non-respect du secret médical, principe essentiel qui encadre la relation patient-soignant. Dans l'impossibilité de communiquer dans la langue du patient, le professionnel s'appuie sur des médiateurs non professionnels, en général la famille, les amis, etc., et pour dialoguer avec le patient. Le besoin en matière d'accessibilité linguistique restait invisible aux yeux des professionnels de la santé et la communauté sourde était de plus en plus atteinte par la maladie. Une recherche qui a été faite à l'époque donnait que 98% des médecins disaient qu'ils n'avaient pas de problème de communication avec les sourds, 98% des sourds disaient qu'ils ne comprenaient rien aux médecins. Donc il y avait vraiment un problème et donc les autorités de santé, ils ont pris ça comme un problème grave de santé, ils ont décidé de créer ces unités de soins des sourds en langue des signes. Donc, ces unités sont réglementées par une circulaire ministérielle qui les oriente et où il y a explicitement 3 exigences qui sont clairement établies et qui disent d'une part que l'exigence linguistique est placée, disons, la langue du patient au cœur des rapports soignant-patient. C'est-à-dire que finalement, même si on veut, le patient sourd vient parce qu'il veut voir l'orthophoniste ou un médecin qui va le faire un implant cochléaire, etc. Ce qui est important, c'est que ce soit le patient qui choisisse la langue et pas le professionnel de la santé qui va décider en quelle langue se passe la consultation. Et une exigence culturelle qui fait émerger des nouvelles formes de médiation pour mieux prendre soin du sourd. Ce qui s'est passé, c'est que la présence des interprètes, toutes les unités de soins des sourds en France, ils ont obligation d'avoir des interprètes de langue des signes. Mais les interprètes de langue des signes ne suffisaient pas pour établir une bonne relation de communication entre le patient et le soignant. Et donc, ils ont créé une autre figure, ça s'appelle une autre profession, on va dire, d'intermédiateur. C'est en général des professionnels qui sont sourds et qui ont un rôle très, très important à jouer dans ces unités parce que, vous savez bien, une langue n'est pas seulement l'ensemble des signes linguistiques, c'est une culture avant tout. Et donc, c'est toutes ces cultures déjà d'emblée médicales qui manquaient aux sourds et qui fait en sorte que ces consultations ne se passaient pas bien et les sourds, même s'il y avait des interprètes de langue des signes, ils n'arrivaient pas à comprendre le médecin. Parce qu'il manquait vocabulaire médical, parce qu'il manquait le contexte, l'information sur les maladies, etc. Là, je vois les sourds en Uruguay, ils vont faire une conférence aujourd'hui sur l'Ebola, etc. C'est toutes ces informations que nous, on acquiert par la radio, la télé, etc. Les sourds, ils n'en l'ont pas. Donc, tout ce travail culturel, plutôt de médiation culturelle, elle était absolument importante. Bon, j'aimerais bien vous donner des exemples pour que vous voyez la dimension, mais je n'ai plus le temps. Et une exigence collective de partage des savoirs et des savoir-faire qui commande la constitution des équipes soignantes. La circulaire dit que toutes les équipes doivent être intégrées par des professionnels sourds et entendants. Et tous les professionnels qui intègrent les équipes doivent parler la langue des signes. Qui n'est pas, attention, je veux bien dire ça, ce n'est pas une exigence de parler la langue des signes pour le patient, c'est que l'équipe doit être prête à parler la langue que le patient veut parler. Et voilà. Donc, pour finir, je dirais que ces tentatives des médecins au XIXe siècle s'efforçant de communiquer par la langue des signes ou par les moyens les plus adaptés avec les patients, toute proportion gardée, sont un peu les antécédents de ces pratiques médicales qu'on fait aujourd'hui dans les unités de soins des sourds actuelles. Et c'est sur cette la visibilité culturelle que les unités de soins des sourds placent leur action, puisque le regard médical se déplace de l'oreille exclusivement vers la relation entre les patients sourds et les soignants, sans oublier l'oreille, mais que ce qui, au fond, ce qui se passe, c'est que on est en train de développer, c'est-à-dire que le développement des dispositifs techniques pour faire rentrer le sourd dans le monde sonore ou pour communiquer en langue des signes, ne peut plus alors se désolidariser d'une technologie de l'écoute qui désobjective la surdité en la plaçant au cœur des rapports de communication. Bon, autrement dit, même pour faire immerger le sourd dans le monde de son, on ne peut pas oublier l'écoute. Voilà.
Et c'est ce que je voulais dire de façon un peu plus claire peut-être. Merci. Merci.